Bonjour, cette semaine, vous avez une introduction personnalisée à l'épisode, puisque je me suis rendu compte, après avoir tourné et monté cet épisode, qu'il est quand même beaucoup plus dense que les autres. J'y ai partagé beaucoup d'informations, note à moi-même pour les prochains épisodes alléger un petit peu, mais je suis en phase d'apprentissage. En tout cas, je suis sûre que cet épisode vous apportera quand même beaucoup de valeur, c'est pour ça que je l'ai gardé. Mais comme je sais que la plupart d'entre vous écoutent les épisodes en faisant à manger, le ménage, en conduisant, etc., je vous ai créé une checklist que vous pouvez télécharger gratuitement dans les notes de l'épisode et qui résume un petit peu les différents points que j'ai abordés. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans Parlons Digestion, le podcast pour comprendre enfin ce que votre ventre essaie de vous dire. Je suis Cécile Caron, praticienne en nutrition fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif. Je me suis prise de passion pour les pouvoirs extraordinaires de notre ventre et j'ai eu envie de les partager avec la moitié de la population tout de même qui souffre de maux de ventre. Alors restez avec moi pour comprendre les causes de vos troubles digestifs et comment vous en libérer, non seulement pour apaiser les ballonnements, problèmes de transit et autres joyeusetés, mais aussi pour calmer votre esprit, réduire votre stress et retrouver énergie et sérénité. Parce que non, tout ça n'est pas dans votre tête. Bienvenue dans ce 7e épisode dans lequel j'ai choisi de vous parler de différentes carences. En l'occurrence, j'ai choisi 11 carences différentes qui peuvent impacter notre système digestif. Alors vous le savez maintenant si vous avez écouté plusieurs épisodes de Parlons Digestion, et je vous en remercie si c'est le cas, lorsqu'on souffre de problèmes digestifs, les réponses ne se trouvent pas que uniquement au niveau de notre ventre et pas que au niveau de l'assiette. Tout est lié finalement dans notre corps et notre digestion est en quelque sorte le miroir de notre équilibre global. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si on se concentre uniquement sur le système digestif, en ignorant les autres systèmes du corps, on ne constate parfois pas une amélioration vraiment significative. Et c'est pourquoi aussi, dans cet épisode, je vais aborder les carences ou manques au sens large qui impactent notre digestion. Il y aura une première partie de carences vraiment nutritionnelles et ensuite une seconde partie dans laquelle je vais aborder des carences un peu plus larges. Je précise aussi que les carences que je vais développer dans cet épisode peuvent être à la fois une cause ou une conséquence des problèmes digestifs, c'est-à-dire que ça peut être un facteur déclenchant des problèmes digestifs, mais parfois ces carences sont aussi une conséquence d'une mauvaise digestion prolongée sur plusieurs mois, plusieurs années, ce qui est assez fréquent. Et cette mauvaise digestion va entraîner des carences qui, à leur tour, vont entretenir les problèmes digestifs. C'est vraiment un cercle vicieux. Alors l'objectif avec cet épisode, c'est un peu qu'il vous serve de checklist, que vous puissiez faire un état des lieux de ce que vous avez déjà vérifié et qui est OK, optimal, on va en parler, et les points qui méritent un peu plus d'attention dans votre parcours avec les problèmes digestifs. Je précise aussi que dans cet épisode, je vais utiliser les 3 termes carence, déficit et manque vraiment comme des synonymes. Je vais pas jouer sur les nuances, peut-être pour les plus puristes d'entre vous, donc désolée. Et puis, je précise aussi que les carences qui causent vos troubles digestifs ne sont pas forcément visibles dans les bilans classiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'arrive souvent en consultation d'avoir des personnes qui me disent: «Non, mais moi, j'ai fait un bilan avec mon médecin et tout va bien, je n'ai aucune carence». C'est très fréquent et on va voir que pas mal de carences que je vais aborder là ne sont pas mesurées dans le bilan classique que vous faites avec votre médecin. Pourquoi on ne les voit pas forcément dans le bilan classique? Premièrement, parce que justement, c'est pas forcément des marqueurs qui sont dosés habituellement dans le bilan annuel que vous faites avec votre médecin et ce bilan-là, il n'a pas vocation à doser ces marqueurs-là. Il est vraiment fait pour voir si d'un point de vue médical, tout est OK. Par exemple, c'est assez, rare que vous dosiez le sélénium, la vitamine A ou les oméga 3 par exemple avec, dans votre bilan annuel. Deuxièmement, pourquoi on ne les voit pas forcément dans un bilan classique? Parce que souvent, on ne mesure pas la bonne forme du nutriment en question ou pas au bon endroit. Par exemple, dans le bilan classique, on va facilement doser le magnésium ou le sodium dans le sang et ça s'avère finalement rarement hors des clous. Quand on dose le magnésium et le sodium dans le sang, alors que lorsqu'on dose le magnésium, par exemple, ou le sodium dans la cellule, on constate souvent des déséquilibres. Et troisième raison qui peut expliquer le fait que vous ne voyez pas les carences dans un bilan classique, c'est que on considère normalement que si vous êtes dans la fourchette du laboratoire, c'est que tout est OK, tout va bien. Mais si vous êtes dans la fourchette du laboratoire, ça ne veut pas dire que tout va parfaitement bien, pas nécessairement en tout cas, et que vous n'avez aucun symptôme ou aucun désagrément. Et ça, c'est quelque chose que je vois très souvent en accompagnement, des personnes qui me montrent leur bilan et qui me disent: «Mais moi je comprends pas, je suis dans les clous partout et pourtant je me sens pas bien, d'où vient le problème?»
Ça peut être aussi, parfois, il y a un problème sur un des marqueurs qui a été testé, mais comme vous êtes dans la fourchette du laboratoire, ça ne se voit pas vraiment. En tout cas, d'un point de vue médical, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut imaginer que si vous êtes en dehors de la fourchette du laboratoire, c'est déjà que vous êtes dans le rouge. Mais on passe pas du vert au rouge comme ça en un claquement de doigts. Et quand vous quittez la zone verte, cette zone qu'on appelle valeur santé en santé fonctionnelle, c'est-à-dire vraiment la zone optimale pour que vous vous sentiez en pleine forme, vous allez passer par une zone de orange, plusieurs nuances d'orange. Orange clair, orange foncé, avant d'arriver dans le rouge. Et cette zone orange, elle se situe souvent dans la fourchette du laboratoire. Et quand vous déviez de ces valeurs santé, vous êtes dans la zone orange, mais cette zone orange, elle peut très bien tout de même se trouver dans la fourchette du laboratoire et donc être considérée comme valeur normale. C'est pour ça que je voulais faire cette précision parce que ça me paraît important de garder en tête qu'il y a une différence entre carence fonctionnelle et carence absolue. Voilà, après cette introduction, passons au vif du sujet et aux 11 carences qui peuvent impacter votre système digestif. Alors, je sens déjà, parce que j'ai pris pas mal de notes, que cet épisode va être un peu plus long que les autres, mais je vais essayer de pas m'attarder trop non plus sur chaque carence, puisque parfois, c'est des catégories qui renferment plusieurs sous-éléments. Donc, l'idée, c'est quand même de rester dans une idée de checklist et de pas m'attarder trop. Mais dites-moi dans les commentaires s'il y a des points que vous voudriez que je développe plus dans un épisode spécifique et que je mette le focus sur une carence ou un point en particulier dans un épisode dédié. Première carence que je voulais développer, c'est les macronutriments. Alors, il y a 2 macronutriments en particulier qui peuvent poser problème quand ils sont en carence, en déficit pour notre digestion. Le premier, je pense que vous me voyez venir si vous avez écouté les autres épisodes et peut-être que même au bout du 7e épisode, vous n'en pouvez plus de m'entendre parler du manque de protéines. Si vous ne mettez pas assez de protéines dans votre alimentation, vous risquez d'avoir des problèmes digestifs. Pourquoi? Parce que les protéines aident notamment à la régénération des tissus digestifs. Elles vont soutenir la production des enzymes digestives et des hormones qui interviennent dans la digestion. On va en parler un petit peu plus tard. Et puis aussi, les protéines, on les connaît pour soutenir la bonne santé musculaire, mais ça ne sert pas que au biceps. Il ne faut pas oublier que notre tube digestif, pardon, c'est aussi un muscle pour aider les matières à avancer. Alors, pour rappel, parce que je ne veux pas juste vous faire une liste comme ça, mais il faut que vous puissiez vous en servir et que vous puissiez agir suite à cet épisode. Alors, je voulais aussi vous rappeler rapidement à chaque fois dans quoi on peut trouver ces différentes catégories. Les protéines, pour rappel, c'est tout ce qui est protéines animales ou végétales, c'est-à-dire viande, poisson, œufs, tous les fruits de mer, etc. Et puis tout ce qui est aussi produits laitiers, oui, ce qui est animal, et légumineuses, donc pois chiches, lentilles, haricots, aussi soja, sarrasin, quinoa et puis un petit peu, mais ça suffit pas en soi pour avoir un apport suffisant, un peu dans les graines et les noix. Et deuxième macronutriment qui va poser problème s'il est en déficit dans votre alimentation, ce sont les bonnes graisses. C'est important d'avoir suffisamment de matières grasses dans son alimentation pour bien produire de la bile. La bile, c'est ce liquide qui est produit par le foie et qui va être stocké dans la vésicule biliaire pour nous aider notamment à absorber les vitamines liposolubles, donc qui s'absorbent dans le gras. C'est les vitamines A, D, E, K notamment. Il y a aussi le coenzyme Q10 par exemple, qui sont indispensables et on va en parler juste après. Ils sont indispensables pour notre digestion. Et la bile va aussi permettre en quelque sorte de désinfecter notre intestin pour permettre à notre microbiote de garder son équilibre et éviter qu'il y ait des pathogènes qui s'introduisent dans notre système digestif. Après, il ne faut pas oublier aussi que les matières grasses, les graisses, c'est ce qui constitue la paroi de nos cellules. Et donc, c'est important d'avoir un bon équilibre et une bonne qualité, un bon apport de matières grasses pour que nos cellules, la paroi de nos cellules, soit aussi de bonne qualité. Et les bonnes graisses soutiennent aussi la production des hormones sexuelles et du cortisol. Et on va le voir après, c'est 2 catégories qui ont un impact indirect sur notre système digestif. Où est-ce qu'on trouve les bonnes graisses? Là, vous avez un choix énorme puisqu'il y a tout ce qui est olive, huile d'olive, avocat, huile de cameline, toutes les graines, les oléagineux. Vous avez aussi les graisses plus saturées. Il en faut un petit peu quand même dans l'alimentation. Tout ce qui est beurre, fromage, graisse animale, etc. Vraiment, vous avez le choix. Deuxième carence que je voulais aborder, c'est différents micronutriments. Là, c'était les macronutriments, c'est-à-dire des grandes catégories d'aliments. Là, les micronutriments, c'est plus des vitamines et des minéraux.
Le premier micronutriment, c'est le zinc. Le zinc va soutenir la production d'enzymes digestives. Il va soutenir aussi le système immunitaire qui est, vous le savez, très important quand on parle de digestion. Les deux sont intimement liés, système immunitaire et système digestif, puisque votre système immunitaire est en grande partie se situe derrière la paroi intestinale. La barrière intestinale, c'est vraiment important qu'elle soit bien protégée, qu'elle soit bien intacte, puisque c'est la porte d'entrée vers votre intérieur. Et vous imaginez, c'est un peu comme une maison qui n'aurait ni porte ni fenêtre. Tout le monde peut rentrer et vraiment, c'est pas du tout protégé contre des éventuels ennemis. Là, c'est exactement pareil. Et le zinc va aussi jouer, en plus de soutenir le système immunitaire et de lutter contre l'inflammation et combattre les infections, il va aussi protéger la barrière intestinale. Alors, le zinc, dans quoi on le trouve dans l'alimentation? Principalement, énormément dans les huîtres et les crustacés, mais aussi beaucoup dans les graines de courge et l'huile de courge. Moi, j'aime bien mettre un petit peu d'huile de courge sur mes légumes, sur mes plats. On le trouve aussi dans le bœuf, le porc, le poulet, les haricots blancs, les noix de cajou, le fromage, les amandes, les pois chiches. Bref, il y a pas mal de sources différentes. Le deuxième micronutriment, c'est le magnésium. Je suis sûre que vous en avez déjà pris un moment dans votre vie. On fait souvent des cures de magnésium. Le magnésium, il aide à la relaxation musculaire, éviter d'avoir des spasmes intestinaux. Il va aussi aider à la bonne motilité intestinale. Alors, il va aider à ne pas avoir de spasmes incontrôlés, mais il va quand même aider à contracter comme il faut les intestins pour que les matières et le bol alimentaire avancent. Il va aussi aider à réguler le système nerveux, à produire les enzymes digestives. Et où est-ce qu'on trouve principalement le magnésium? Alors là, ça va faire plaisir aux plus gourmands d'entre vous puisqu'on en trouve beaucoup dans le chocolat, mais on en trouve aussi beaucoup dans le sarrasin, les céréales complètes comme le riz complet, dans les épinards, les maquereaux, encore une fois les graines de courge et les oléagineux aussi beaucoup. Troisième micronutriment, les vitamines du groupe B, donc tout ce qui est B9, B12, B6, B8, etc. Là, c'est des vitamines qui vont permettre de moduler positivement le microbiote, c'est-à-dire qu'ils vont soutenir les bonnes bactéries et aider à lutter contre les bactéries pathogènes opportunistes. Et les vitamines du groupe B, on les trouve principalement dans les légumes, surtout les légumes verts, les légumineuses, les céréales non raffinées, les abats, le poisson, la volaille. Cinquième micronutriment, la vitamine A. J'en parlais tout à l'heure, ça fait partie des vitamines liposolubles qui vont être absorbées si on mange de bonnes graisses, si on a assez de cholestérol et si on a une bile qui fonctionne correctement. La vitamine A, elle aide, on la connaît, nous, en général, pour permettre de bien bronzer en été. Mais elle n'a pas que ce rôle-là, puisqu'elle va aider dans la réplication cellulaire, c'est-à-dire que nos cellules se reproduisent et se répliquent correctement. Elle va aussi permettre la production du mucus, et vous savez que le mucus, il est capital quand on parle de système digestif, parce que c'est le nid douillet de nos bactéries, et il va aussi servir de protection à notre barrière intestinale. Donc, il va maintenir la bonne fonction de la barrière intestinale. Et il semblerait aussi, d'après des études, que la vitamine A module le microbiote positivement, encore une fois, comme les vitamines du groupe B, c'est-à-dire qu'elles soutiennent les bonnes bactéries et permettent de limiter les mauvaises bactéries. La vitamine A, on la trouve dans le foie de morue énormément, donc si vous aimez ça, allez-y. Et dans le jaune d'œuf, le beurre, mais aussi dans tous les légumes orangés, patates douces, carottes, potirons. Et on en trouve aussi dans les herbes aromatiques et les épinards. Cinquième sous-catégorie de micronutriments, c'est la vitamine D. C'est aussi une vitamine liposoluble. Alors là, la vitamine D, je pense qu'on pourrait passer des jours à parler de son rôle, mais elle a un rôle anti-inflammatoire au niveau du système digestif en l'occurrence, puisque c'est notre sujet ici. Elle va avoir un effet bénéfique. Plusieurs études ont montré un effet bénéfique sur les MICI, donc maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, tout ce qui est Crohn, rectocolite hémorragique. Et la vitamine D va aussi moduler le microbiote, encore une fois, positivement, soutenir les bonnes bactéries. Pour ça, il faut manger des petits poissons gras et des champignons, mais surtout s'exposer au soleil et à la lumière du jour tous les jours. Maintenant, même comme ça, même en mangeant des petits poissons gras, des champignons et en s'exposant, c'est pas toujours évident de garder un bon statut en vitamine D. Et on remarque vraiment que la vitamine D, on est presque tous carencés et sans supplémentation, c'est quand même assez difficile de maintenir un bon taux. Vous pouvez doser la vitamine D dans n'importe quel laboratoire de ville. Vous vous rendez dans votre laboratoire sans ordonnance et vous demandez à payer votre analyse de vitamine D. Alors, ça va être autour de, je crois, une quinzaine d'euros et vous verrez si vous êtes carencé ou non.
En sachant que si vous êtes en dessous de 60 nanogrammes par millilitre, la fourchette commence à 20 ou 30 nanogrammes par millilitre, ça dépend des laboratoires, mais si vous êtes en dessous de 60, on considère vraiment que c'est un déficit. D'ailleurs, on ne considère pas ça comme ça dans l'absolu. Il y a vraiment des études qui ont montré qu'à partir de 60 nanogrammes par millilitre, on protège contre une certaine catégorie de maladies, plusieurs maladies, à partir de 70 nanogrammes contre d'autres maladies encore, et à partir de 80 nanogrammes par millilitre encore contre d'autres maladies. Alors vraiment, je vous invite à être au moins à 60 nanogrammes par millilitre. Attention, il peut quand même y avoir un surdosage, hein, comme n'importe quelle vitamine, minéraux. On fait attention d'être dans un équilibre. On ne veut pas que ce soit trop peu, mais on ne veut pas non plus que ce soit en excès. Donc faites attention de ne pas en prendre, comme tous les autres micronutriments que je décris ici, de ne pas en prendre sans doser régulièrement pour voir où vous en êtes. Sixième micronutriment, la vitamine E, c'est aussi une vitamine liposoluble. C'est un puissant antioxydant qui va protéger notre système nerveux, protéger nos cellules de manière générale, hein, puisque c'est un antioxydant, donc elle les protège contre l'oxydation. Et cette vitamine va aussi soutenir la catégorie de bactéries qu'on appelle les firmicutes. Les firmicutes, c'est une catégorie de bonnes bactéries qui vont produire les acides gras à chaîne courte. Et ces acides gras à chaîne courte sont en fait des composés produits par les bactéries lorsqu'elles dégradent les fibres que l'on mange. C'est pour ça que c'est important de manger des fibres, parce que ces composés qui sont produits par les bactéries sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps et sont protecteurs. Où est-ce qu'on trouve de la vitamine E? Principalement dans les oléagineux, les graines de tournesol. L'huile de germe de blé en est très très riche, mais c'est pas toujours évident d'en trouver en magasin. On en trouve sur Internet, mais pas toujours dans tous les magasins bio. Aussi, l'huile d'olive en contient et l'avocat. Toujours dans les micronutriments qui sont antioxydants, il y a la vitamine C, au même titre que la vitamine E. Donc, elle est antioxydante, elle va protéger notre corps, nos cellules du stress oxydatif qui va impacter notre microbiote, favoriser l'anxiété, le vieillissement prématuré et peut entraîner d'autres maladies sur le long terme. La vitamine C elle va aussi soutenir la production des acides gras à chaîne courte dont je parlais. Et où est-ce qu'on retrouve la vitamine C? Dans les fraises, le persil, les agrumes, c'est assez connu, les poivrons, le kiwi et le brocoli. Huitième nutriment, qui n'est pas forcément une vitamine ou un minéral, mais c'est capital pour notre bonne digestion, ce sont les oméga 3. Les oméga 3 sont plutôt modulateurs de l'inflammation puisqu'ils sont moins inflammatoires que les oméga 6. Ce qui est important, c'est qu'ils contrebalancent les oméga 6 qui sont beaucoup plus inflammatoires. Et dans notre société, si on mange des produits transformés qui contiennent beaucoup d'oméga 6, on a tendance à avoir beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Il faudrait idéalement avoir 3-4 oméga 6 pour un oméga 3. Et malheureusement, pour en avoir autant, il faudrait manger des petits poissons gras minimum 3-4 fois par semaine, c'est-à-dire une boîte de sardines ou de maquereaux, ou bien du saumon de temps en temps, parce que je connais pas beaucoup de personnes qui fait ça. Même moi, en me donnant du mal pour manger des petits poissons gras, j'en mange pas systématiquement 3-4 fois par semaine. Alors ça, on peut le doser aussi dans des analyses préventives fonctionnelles. On peut doser tous vos acides gras pour voir justement quel est votre ratio en oméga 6, oméga 3, les monoinsaturés, polyinsaturés, etc. Et on peut voir justement si vous avez assez d'oméga 3 ou pas. Et ces oméga 3, les études ont montré qu'ils nourrissaient les bonnes bactéries vraiment au même titre que les fibres. Ça a vraiment un effet prébiotique et ça va moduler notre microbiote positivement. Voilà pour la deuxième carence qui était un peu plus longue. Maintenant, troisième carence que je voulais aborder, c'est les phytonutriments. Dans les phytonutriments, c'est-à-dire des nutriments qui viennent des plantes, il y a des fibres. Ça, c'est sûr que vous connaissez, on entend parler souvent du fait qu'il faut manger plus de fibres, il faut mettre plus de fibres dans son assiette. C'est capital pour nourrir notre microbiote. Je ferai certainement un épisode complet sur les fibres, tellement il y a de choses à dire. Et deuxième nutriment qui vient des plantes et qui est indispensable pour notre microbiote aussi, ce sont les polyphénols. Les polyphénols, ce sont des puissants antioxydants, donc qui vont protéger nos cellules de l'oxydation, mais ils agissent aussi comme des prébiotiques, un peu comme les oméga 3, les fibres. De plus en plus d'études sont faites sur l'impact des polyphénols sur notre microbiote, et les polyphénols vont aussi nourrir les bonnes bactéries et aider à moduler le microbiote, encore une fois, en soutenant les bonnes bactéries et en limitant les bactéries pathogènes. Qu'est-ce que c'est les polyphénols? C'est tout ce qui est très coloré, donc les myrtilles, les fruits rouges. On en trouve dans le raisin, on en trouve aussi dans tout ce qui est thé vert, dans le matcha. Là, c'est l'épicalo catéchine galate, EGCG.
qui est un polyphénol aussi très puissant. On a les tanins dans la canneberge, dans la grenade, bref, voilà, il y a plein de polyphénols différents. Mais en gros, voilà, vous n'avez pas besoin de vous soucier de chaque catégorie. Ça, c'est pour ceux qui sont vraiment férus de nutrition et qui ont envie d'avoir plus de détails. Mais sinon, si vous mangez coloré dans votre assiette et vous diversifiez votre alimentation, vous allez avoir assez de polyphénol. Mettez l'accent vraiment sur des légumes et des fruits qui sont rouges, orangés, violets, noirs, voilà, tous les petits fruits rouges et cetera sont pauvres en sucre et très riches en polyphénol. Quatrième carence ou manque, c'est le manque de sommeil. Alors là, on sort de la nutrition à proprement parler. Je vous avais dit qu'on allait aborder les carences un peu au sens large. Le sommeil, c'est capital. Tout le monde le sait, il faut dormir assez. Mais pour être plus précise sur l'impact du sommeil sur notre digestion, plusieurs études montrent qu'il y a un lien étroit entre le manque de sommeil ou la mauvaise qualité de sommeil et l'altération de notre microbiote qui, à son tour, va perturber davantage notre sommeil. Premièrement, il faut dormir suffisamment et se coucher et se lever plus ou moins aux mêmes heures par jour pour essayer de garder un rythme et que le corps et sa petite routine, ça aide à mieux dormir. Deuxièmement, si vous avez des problèmes de sommeil, vous pouvez établir des routines qui vont vous aider à mieux dormir le soir. Et troisièmement aussi, c'est vous pouvez vous assurer que votre assiette, elle soutienne un bon sommeil parce qu'on sait que par un régime qui inclut des fibres, des acides gras non saturés et des polyphénols dont je viens de parler juste avant. Donc, tout ça, pris à des repas qui sont pris à des heures fixes et suffisamment espacées, c'est-à-dire que si vous mangez plus ou moins tous les jours à la même heure et vous espacez suffisamment d'au moins 3h30, 4 heures vos repas, ça va soutenir le bon équilibre de notre microbiote qui, à son tour, va produire des métabolites, c'est-à-dire que les bactéries vont produire différents composés, comme les acides gras à chaîne courte dont je parlais tout à l'heure, ou le tryptophane, ou le GABA, dont on va parler après, et qui soutiennent un bon sommeil réparateur. Cinquième carence, c'est le manque de mouvement. Bouger suffisamment a vraiment plusieurs bénéfices, notamment pour notre digestion. Premièrement, parce que ça permet de transpirer, d'activer la circulation sanguine et la lymphe, et du coup, ça nous aide à éliminer les toxines. Aussi, si on ne bouge pas assez, on est trop sédentaire, on va être complètement figé, et si on est assis, on a tendance en plus à pas se tenir toujours très droit, on va être un peu courbé, ça comprime toute la sphère digestive, et quand on est complètement figé, ça se fige aussi notre système digestif. Vous pouvez vous souvenir que si vous bougez à l'extérieur, ça bouge aussi à l'intérieur. Et on sait que faire du sport, en tout cas, être actif, c'est pas forcément faire du sport très intense, et cetera. C'est juste bouger. Ça va faciliter la digestion et lutter contre la constipation notamment. Aussi, bouger, faire du sport, ça améliore l'humeur et on sait que lorsqu'on se sent un peu déprimé, abattu, c'est pas là qu'on va faire les meilleurs choix alimentaires. C'est pas là qu'on a forcément envie de prendre bien soin de soi. C'est des moments où, quand on est un peu fatigué, déprimé, on va plus aller vers des envies, des pulsions alimentaires et pas forcément les meilleurs choix pour notre santé. Aussi, bouger, ça nous relaxe et ça active le mode parasympathique. Ça nous détend, surtout si on va marcher à l'extérieur, on est en forêt, etc. Ça va activer notre mode parasympathique de notre système nerveux. Aussi, la sédentarité diminue la diversité de notre microbiote et change sa composition. Ça, plusieurs études l'ont montré. Et il y aurait un lien direct entre la sédentarité ou le manque d'activité physique et des maladies gastro-intestinales comme Crohn, des reflux, des ulcères, la rectocolite hémorragique, le syndrome de l'intestin irritable ou le côlon irritable, la maladie du foie gras aussi, la pancréatite, c'est-à-dire une inflammation du pancréas, etc. Et dernière chose, bouger entretient aussi la bonne santé de nos mitochondries. Les mitochondries, c'est ces petites usines qui sont dans chacune de nos cellules et qui nous permettent de produire de l'énergie pour qu'on ait de l'énergie, pour que tout fonctionne bien. Et on sait qu'il y a un lien entre le dysfonctionnement mitochondrial, donc des mitochondries qui sont pas en bonne santé, qui sont un peu raplapla et fatiguées, et les problèmes digestifs, puisqu'il y a aussi des mitochondries dans la paroi de notre système digestif. Et donc, si ces mitochondries sont pas en bonne santé, ça ne fonctionne pas bien et ça peut en contribuer, en tout cas, aux problèmes digestifs. Sixième déficit, c'est un manque d'hydratation. Et ça, c'est assez fréquent de voir des personnes qui ne boivent qu'un demi-litre, voire 1 litre d'eau par jour. Clairement, c'est pas du tout suffisant. Il faut savoir que 60% de notre poids corporel, c'est de l'eau. Donc clairement, nous sommes des gourdes ambulantes et il faut renouveler cette eau en permanence. Et on sait qu'il y a un lien entre le manque d'hydratation et divers problèmes de santé, comme les courbatures, la fatigue, les vertiges, la sensation de faiblesse générale, la bouche sèche, les maux de tête, etc., avec potentiellement des complications un peu plus graves si on va vers une déshydratation assez sévère.
Mais il y a encore finalement peu d'études sur l'impact de l'eau sur notre microbiote. Mais il semblerait qu'une hydratation suffisante et de qualité ait un impact positif sur notre microbiote et notre système immunitaire. Mais ça demande un peu plus d'études. Dans tous les cas, on sait très bien que l'eau a un impact sur notre transit. Si vous ne buvez pas assez et que vous êtes constipé, vraiment, c'est la première étape, c'est de commencer à boire plus. On sait que l'eau va permettre de faire avancer le bol alimentaire dans notre système digestif, va permettre de constituer les selles et c'est vraiment comme ça qu'on évite la constipation et qu'on favorise un bon transit. Septième carence que je voulais évoquer, c'est le manque de temps, de plaisir, de sécurité de manière générale dans vos ressentis et donc le manque de flexibilité vagale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être du charabia. Je veux faire référence ici aux différents modes de notre système nerveux. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'épisode 2 et si vous l'avez pas écouté, je vous invite à le faire puisque dans cet épisode, je parlais du lien entre problèmes digestifs et anxiété et inversement et j'ai parlé un peu plus en détail du système nerveux. Mais globalement, notre système nerveux, il a plusieurs modes et il doit pouvoir s'adapter. C'est pour ça qu'on parle de flexibilité vagale. C'est que notre système nerveux doit pouvoir s'adapter à l'environnement, donc aux événements extérieurs et à ce qui se passe aussi à l'intérieur. Si tout est OK, il estime qu'on est dans le vert, que tout est OK, tout va bien à l'intérieur, à l'extérieur. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. On est avec des gens qu'on aime bien ou on fait une activité qu'on aime bien. On est en nature. Bref, on se sent bien. Là, tous les voyants sont au vert et on est dans ce vagal ventral, c'est-à-dire vraiment cet état de sécurité. C'est l'état dans lequel on doit être quand on veut bien digérer. C'est le parasympathique auquel je fais référence pour bien digérer, sécréter les enzymes digestives, sécréter les sucs digestifs, etc. Maintenant, si notre système nerveux il estime qu'il y a un danger ou qu'il y a une dérégulation interne, il y a une carence, il y a un manque, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ou alors on est avec des personnes qui nous mettent en insécurité, ou alors on est dans un mode où on n'a pas le temps, on court après le temps en permanence, ou alors notre système nerveux estime qu'il y a un danger qui n'est pas forcément réel, hein, mais lui a appris par notre expérience, c'est le cas quand on a vécu des traumas, que telle expérience nous rappelle un trauma et donc c'est dangereux, il va nous mettre dans un état d'insécurité. Donc, quand vous avez un système nerveux dérégulé, vous passez trop de temps en insécurité. C'est normal qu'on passe dans les différents états de notre système nerveux, mais si on est trop souvent en insécurité, là, on va avoir soit une agitation permanente et en fait, c'est des personnes qui n'arrivent jamais à s'arrêter, qui sont en sympathique en permanence, qui font 10 000 choses, qui n'arrivent jamais à se poser, qui ne prennent jamais de pause et qui du coup sont fatiguées au bout d'un moment. Ou c'est les personnes qui sont complètement en figement, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à se mettre en action, elles sont dans un état de déprime, de dépression et c'est vraiment un état où le corps se dit: «Si je bouge, en fait, il y a danger de mort, donc en fait, on va rester là». Et ces 2 états sont de l'insécurité, vous l'aurez compris, mais on n'est pas censé rester coincé dans ces états. Le problème, c'est ça, c'est quand on reste coincé dans ces états d'insécurité, on n'est plus dans l'état de sécurité que je décrivais, l'état qui va nous permettre de bien digérer. Alors c'est un sujet très complexe qu'évidemment on ne résout pas en 2 minutes, mais si, vous constatez que ça vous parle, que vous avez l'impression d'être un peu en insécurité, c'est-à-dire sur le qui-vive, vous avez l'impression que vous pouvez jamais vraiment vous poser en étant complètement détendu. C'est comme si votre système nerveux, il attendait toujours une attaque, une menace. Vous avez toujours l'impression de devoir un peu scruter votre environnement. C'est que vous êtes toujours un peu sur le qui-vive et donc dans l'insécurité. Soit vous êtes dans le type, vous activez tout le temps et vous ne vous arrêtez jamais et donc là, je vous invite à ramener du temps, à ramener des pauses dans votre, agenda, dans votre journée. Soit vous avez l'impression et vous reconnaissez dans le profil qui est plutôt déprimé, dépressif, qui a du mal à se mettre en action, qui est figé, tout est lourd, tout est compliqué et là, je vous invite aussi à ramener du mouvement, mais tranquillement et à intégrer, si c'est possible, plus de plaisir. Je sais que c'est très compliqué quand on est dans cet état-là, donc soit vous arrivez quand même à le faire seul et à ramener un petit peu de mouvement, à ramener du plaisir, à faire des choses qui vous plaisent, à vous dire: «Bon, j'ai pas l'énergie pour faire une séance de sport, mais je vais quand même aller, par exemple, juste marcher 10 minutes dans la nature», c'est déjà très bien. Soit vous constatez que vraiment vous n'y arrivez pas et là, je vous invite à vous faire aider, par des thérapeutes qui sont formés au système nerveux, au trauma et cetera. 8e carence qui découle un peu de la 7e puisque si vous avez passé trop de temps en insécurité, au bout d'un moment, vous allez épuiser votre corps. Donc la 8e carence dont je voulais parler, c'est le manque de jus dans les surrénales. J'ai eu du mal à définir ça par manque ou carence, mais en gros, ça veut dire que vos surrénales, elles ont trop été sollicitées pendant longtemps. Vous avez passé trop de temps, comme je le disais, dans les 2 modes d'insécurité. Aujourd'hui, vos surrénales, elles ne produisent plus assez de cortisol. Il ne faut pas oublier que le cortisol, il en faut
Un juste équilibre, encore une fois, ni trop peu, ni trop. Et le cortisol, on dit que c'est l'hormone du stress. Pourquoi? Parce qu'on en sécrète beaucoup plus quand on est en état de stress, parce que c'est ce qui va nous mettre en action, c'est ce qui va nous faire bouger. Donc si notre corps estime qu'il y a un danger, il va sécréter du cortisol pour qu'on puisse bouger. Si nos surrénales n'arrivent plus à produire assez de cortisol, c'est comme si la batterie était vide. Et vous imaginez que c'est un danger pour notre corps, puisqu'il estime que si on doit partir en courant, on va plus avoir assez de batterie pour le faire. Ça amène une situation de faiblesse, de vulnérabilité, d'inflammation aussi, puisque notre cortisol, il est anti-inflammatoire, et de danger globalement pour le corps, comme je le disais, ce qui peut entraîner de l'anxiété, du stress. Comme le cortisol est anti-inflammatoire, si on a beaucoup moins de cortisol, on risque notamment d'avoir plus d'inflammation au niveau digestif, mais pas que. Et on va aussi ressentir beaucoup plus l'effet de l'adrénaline. C'est cette énergie qui est aussi produite par nos surrénales, cette hormone. Et c'est une énergie qui est beaucoup plus électrique, qui peut nous faire trembler, avoir les mains qui tremblent. On peut se sentir un peu survolté comme ça. C'est vraiment quelque chose de très électrique. Donc si on n'a plus assez de cortisol, c'est l'adrénaline qui va prendre le dessus et c'est pas très agréable. Et les surrénales qui fonctionnent à bas régime, ça va aussi ralentir notre thyroïde, ce qui a des répercussions sur notre digestion, puisqu'on risque d'avoir un manque d'acidité au niveau de l'estomac, des reflux, une mauvaise digestion des protéines, de la constipation, des ballonnements, des gaz, etc. Ce qui me fait une transition pour arriver au point 9, puisque c'est les carences thyroïdiennes. Là, je vais parler spécifiquement de la thyroïde. Et je vous parlais au début de cet épisode de la différence entre carence fonctionnelle et carence absolue. La thyroïde, c'est vraiment l'exemple parfait pour illustrer cette différence. Et c'est un exemple, je pense, que tous ceux qui travaillent en santé fonctionnelle voient très régulièrement. Alors généralement, quand on veut vérifier si la thyroïde fonctionne bien, on dose que la TSH et pas la T4 et la T3. Or, la TSH, c'est vraiment l'hormone qui va informer, qui part du cerveau et qui informe la thyroïde de produire des hormones thyroïdiennes. Maintenant, si on dose que la TSH, on sait s'il y a un signal qui a été envoyé à la thyroïde, mais on ne sait pas comment la thyroïde a répondu et si elle a bien produit les hormones. C'est pour ça que c'est important de doser la TSH, mais aussi la T4 et la T3, qui sont vraiment les hormones qui sont produites par la thyroïde. Et j'irai plus loin, c'est important aussi de doser les anticorps ATG et ATPO qui montrent si le corps commence à avoir une réaction auto-immune, c'est-à-dire le corps commence à se retourner contre la thyroïde. C'est la maladie d'Hashimoto et c'est finalement une condition qui est pas si rare que ça. Alors, en quoi la thyroïde impacte notre digestion? Je l'ai mentionné un peu dans le point précédent, mais globalement, vous pouvez avoir deux types de déséquilibre de la thyroïde. Soit elle est ralentie, c'est ce qu'on appelle l'hypothyroïdie, et là, ça va ralentir tout le métabolisme, et y compris notre digestion, puisque la thyroïde, c'est un peu le métronome de notre corps. Vous pouvez avoir moins d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, un ralentissement du transit, de la constipation, des ballonnements et des gaz. Deuxième cas de figure, votre thyroïde, elle est trop rapide, elle est plutôt en hyperthyroïdie, et là, on va avoir une accélération de tout le métabolisme. Là, vous risquez d'avoir de la tachycardie, des battements cardiaques trop rapides, de la transpiration excessive, de l'agitation, mais aussi de la diarrhée, des reflux, etc. Dixième carence qui impacte notre digestion, c'est le déséquilibre des hormones sexuelles. Alors là, ça affecte surtout les femmes, mais pas que. Et on doit avoir un bon équilibre entre œstrogène, progestérone et testostérone. Si, par exemple, on a un manque de progestérone et donc trop d'œstrogène relativement parlant, puisque œstrogène et progestérone forment vraiment une balance, un équilibre, on risque d'avoir une intolérance à l'histamine. Ça peut affecter la barrière intestinale, on risque d'être plus sensible à tout ce qui se passe au niveau digestif et d'avoir plus de douleurs digestives. On peut avoir une surcharge du foie qui doit retraiter et éliminer les œstrogènes qui sont en excès, ce qui va empêcher d'éliminer correctement les autres toxines du corps. On risque d'avoir un encombrement et donc des problèmes de peau, des nausées, une mauvaise digestion des graisses, etc. Et trop d'œstrogène peut aussi ralentir la thyroïde. Et l'inverse est aussi vrai puisque une thyroïde trop lente peut faire augmenter les œstrogènes. Et 11e et dernière carence, ça y est, on arrive vers la fin de l'épisode. C'était un épisode beaucoup plus long, celui-là. J'étais un peu bavarde. Je voulais vous parler de la carence en neurotransmetteurs. Alors, je voulais citer 3 neurotransmetteurs. La sérotonine, puisqu'elle est produite à 95% dans les intestins à partir du tryptophane qui vient de notre alimentation, qu'on trouve principalement dans les œufs, les produits laitiers, les oléagineux, le chocolat, la banane. Et cette sérotonine qui est produite au niveau intestinal, elle va rester au niveau intestinal, elle sert à la bonne motilité intestinale, elle va lutter contre les douleurs intestinales.
Deuxième neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine. C'est un neurotransmetteur qui est typique du système nerveux parasympathique. C'est vraiment la façon dont le système nerveux parasympathique communique et envoie des signaux à notre système digestif pour produire les enzymes, pour faire telle ou telle action, etc. Donc, vous comprenez que si vous n'êtes pas dans le mode parasympathique, c'est-à-dire dans ce mode de détente, de relaxation, de régénération, et qu'en plus, peut-être, vous n'avez pas mangé assez de protéines et donc vous ne pouvez pas sécréter correctement les neurotransmetteurs, vous n'allez pas pouvoir envoyer ces messages, notamment grâce à l'acétylcholine, qui va faire en sorte que tout fonctionne bien au niveau intestinal. Et troisième et dernier neurotransmetteur, c'était le GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur calmant qui va provenir en partie de notre alimentation, notamment des aliments qui contiennent de la glutamine. C'est un acide aminé et donc ça veut dire qu'on le trouve dans les protéines, encore une fois, mais aussi les produits par notre corps, notamment par certaines bactéries de notre microbiote. Alors comme il est calmant, vous en doutez, lorsqu'on en manque, ça va plutôt entraîner et favoriser de l'anxiété, du stress, de la nervosité. Et on sait que quand on est stressé, nerveux, anxieux, pour se calmer, parfois, on a tendance à se tourner vers le sucre, vers des aliments réconfortants, ce qui va déséquilibrer encore plus notre microbiote. C'est un cercle vicieux, encore une fois, qui va moins produire de GABA, de sérotonine, etc. Voilà, je suis arrivée à la fin des 11 carences que je voulais aborder dans cet épisode qui est un peu plus long. N'hésitez pas à le réécouter parce que c'était quand même très dense. Mais l'objectif, c'était pas de rentrer non plus trop en détail dans chaque point. C'était vraiment que cet épisode vous serve de checklist et que vous puissiez vous dire, OK, bon, ça, je l'ai déjà fait, ça, je sais que c'est bon, ou alors ça, je l'ai vérifié. Ou bien, au contraire, ça, c'est un point auquel j'avais jamais pensé, ou alors je sais que c'est un point où je pense que je pourrais encore m'améliorer, etc. Et c'est peut-être de là que viennent mes problèmes digestifs, ou en tout cas, c'est peut-être un point qui entretient mes problèmes digestifs. Et j'espère que cet épisode vous aidera à focaliser votre énergie et votre attention au bon endroit, en tout cas sur les bons points qui vont changer la donne pour vous. Si vous avez envie qu'on fasse un point ensemble sur ces différents domaines et que on voit où est-ce que vous pourriez avoir éventuellement des carences et sur quels points vous devriez vous concentrer, vous pouvez réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi au cours duquel on verra ensemble, on fera un état des lieux de vos potentiels déséquilibres et je vous expliquerai aussi comment on peut travailler ensemble si cet appel confirme que je suis la bonne personne pour vous accompagner. Et avant de terminer, je voulais remercier Annie qui a laissé le commentaire suivant sous l'un de mes épisodes. Merci Cécile pour cette vidéo clairement très travaillée et encore très intéressante. Je découvre ce cercle vicieux digestion-anxiété et notamment le lien potentiel entre syndrome de l'intestin irritable et anxiété. Je vais observer ça aussi. Merci Annie d'avoir pris le temps de me laisser un petit mot et je suis ravie de savoir que les épisodes vous aident à peut-être y voir plus clair. Moi, ça m'encourage et ça aide aussi à faire connaître le podcast. Et en attendant le prochain épisode dans 15 jours, prenez bien soin de vous.